Structurant, il est double, enfin il est triple. Le premier est très structurant, c'est cette idée qui n'est pas la nôtre, et c'est vrai qu'il y a une opposition idéologique très forte, selon laquelle aucun échelon de pouvoir n'est légitime qui soit supérieur à celui des États-nations. Ça veut dire que ça n'est pas uniquement la construction de l'Union européenne qui est mise en cause, mais toute forme de supranationalité qu'elle s'incarne dans l'OTAN. L'Organisation des Nations Unies, dont le Front National nous explique quand même que c'est un peu une création américaine qui est chargée de mettre en musique le monde unipolaire américain, la Banque mondiale, le FMI, voilà, tout ce qui peut dépasser l'échelon proprement national constitue une usurpation souveraine. Et les principes, les universaux, les droits de l'homme, etc., sont considérés assez tôt comme étant, au fond, des ingérences. Ils sont effectivement considérés comme des ingérences, et là aussi il faut savoir garder, me semble-t-il, la réflexion à équidistance de cette position qui consiste à dire toute tentative de faire respecter par les États, notamment sous le mandat d'une organisation internationale, des principes universels tels que les droits de l'homme, etc. C'est pas parce qu'on est hostile à cette position-là qu'on doit nécessairement en déduire que le droit d'ingérence est la merveilleuse innovation du XXe siècle. C'est ma position personnelle. Il y a aussi matière dans la critique de l'intervention en Libye, dans la manière dont elle est conduite la guerre du Golfe, et dans l'idée même dont on peut aller contre l'intérêt des États qu'on prétend défendre et des peuples qu'on prétend défendre en étant dans une politique d'ingérence. On a énormément de choses à dire. Mais d'une certaine manière, ce refus de la politique d'ingérence, il est motivé évidemment par un très grand scepticisme vis-à-vis de ce que certains appellent l'idéologie des droits de l'homme. Mais si on veut véritablement aller à la source, on voit que ce qui est contesté, c'est l'ordre du monde tel qu'il a été élaboré après 1945. D'une certaine manière, on peut effectivement parler de transformation du Front National. Incontestable qu'il y a eu des inflexions depuis 2000 ans. Mais il reste quand même une partie de la revanche. Il reste quand même, je ne sais pas si c'est une partie de la revanche, mais en tout cas cette idée selon laquelle l'ordre né de la, entre guillemets, justice des vainqueurs est injuste, ce qui peut effectivement s'argumenter. Sans doute effectivement beaucoup de choses à réformer, mais qui tient quand même d'une certaine manière aux volontés de revenger l'histoire, incontestablement. Et puis, je reviens sur la géopolitique, parce que l'idée centrale... Vous énonciez trois traits structurants. Le premier, donc, c'est le caractère stato-national de leur géopolitique. Le caractère stato-national, l'incapacité dans laquelle il se trouve, mais nous aussi, finalement, d'une certaine manière, à expliquer un récit fondateur de l'Europe, et à dire ce qu'au-delà de ces institutions et des objectifs qui sont fixés par l'Union européenne, dire exactement sur quoi repose l'Europe. Est-ce que c'est celle des valeurs chrétiennes? Est-ce que c'est celle d'un fait ethnique? Est-ce que c'est celle d'un fait culturel? Il y a quand même un certain flou qui nourrit, je crois, une partie des questionnements que se posent nos concitoyens et bien au-delà sur, si j'ose dire, qu'est-ce qui fait qu'on y appartient et qu'est-ce qui fait qu'on n'y appartient pas. Et ça, c'est une grande question qu'il va bien falloir qu'on aborde à un moment donné dans les réponses qu'on entend donner. Moi, je préfère le terme de réponse au terme de riposte, mais je ne suis pas dans la même position, à l'idéologie du Front National et ses alliés. Le troisième fait, c'est le fait géopolitique. Le fait géopolitique, c'est quoi? C'est expliquer qu'une nation a des intérêts et que ces intérêts sont dictés en bonne partie par où elle se situe. Alors, personnellement, je ne suis pas mécaniste dans le sens où je ne pense pas que seule la position géographique d'un pays détermine effectivement les manières dont il doit se comporter en politique étrangère. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de sujets qui sont abordés par le Front National et par l'école de conseil qui tourne autour ne sont pas complètement anodins. Effectivement, nous avons l'impression, par exemple, que cette fameuse Eurasie dont nous parle le FN et ses alliés,
constitue une sorte de divagation idéologique de Jean-Marie Le Pen et de sa famille. Outre le fait que le fait néo-eurasien est à distinguer du fait eurasien, je ne vais pas reprendre les travaux de Marlène Laruelle là-dessus, mais le fait eurasien n'a rien à voir avec l'extrême droite, la première école eurasienne. Il faut peut-être que vous en redonniez une définition. Oui, alors là, ça nous obligerait à revenir à... On est juste pas. Voilà. Ça nous obligerait à revenir à l'histoire russe des années 20, à l'histoire intellectuelle russe des années 20, et ça risque de prendre du temps. Mais quand on est, ça m'arrive assez régulièrement, quand on est en voyage à la limite de la Russie d'Europe et de la Russie d'Asie, quand on est immédiatement au-delà de la ligne de morale, on comprend immédiatement qu'on est à la fois dans une région où la culture européenne est extrêmement prégnante, où la religion, par ailleurs, l'essence principale est la même que Kaliningrad ou Moscou, mais en même temps, on est à une charnière. Et au fond, ce qui se passe, y compris dans votre quotidien, y compris dans les gens que vous rencontrez, y compris dans les langues que vous entendez, tient autant de l'Asie que de l'Europe. Et c'est ça tout le côté merveilleux d'aller à un moment donné ailleurs qu'à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Effectivement, quand vous êtes à Ulaanbaatar ou à Barnaoul, vous êtes bel et bien en Russie. Et ce qui détermine le mode de vie de la population est en bonne partie occidentale. En même temps, sauf à être dans le déni complet, vous apercevez assez rapidement que ce qui se passe à Pékin, ce qui se passe à Ulaanbaatar, ou ce qui se passe même en Afghanistan, a beaucoup plus d'incidence sur votre quotidien et sur votre avenir que ce qui se passe chez nous. Voilà. Ça me mène d'ailleurs à dire qu'on n'a pas assez conscience, d'une certaine manière, dans une partie de l'Europe, de combien notre position géostratégique est, au sens littéral du terme, marginale. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans l'ouest de la France, nous sommes aux confins de l'Europe. Lorsque nous sommes à la limite de l'Allemagne et de la Pologne, nous sommes au cœur de l'Europe. Lorsqu'on est à Moscou, on est à la limite de l'Europe. On peut s'étendre un peu plus loin. Mais on a à repenser aussi la manière dont on voit cette Europe en déplaçant peut-être un petit peu le centre de gravité. Il s'est déplacé d'ailleurs. Depuis la chute du mur, il s'est considérablement déplacé. La pensée qu'il a avec, ce n'est pas nécessairement déplacé en conséquence. Donc l'idée centrale du Front National, c'est de dire nous sommes ce que la géographie fait de nous. Une sorte de déterminisme géographique. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas déterministes qu'il faut effectivement ne pas prendre en considération la grande distinction, par exemple, que cette famille politique fait, à la suite de Mackinder, à la suite de Rotherford, à la suite de Carl Schmitt, entre les puissances démocratiques et les puissances de la Terre. Oui, ça il faut le rappeler, parce que c'est dans n'importe quel article un peu élaboré intellectuellement de la famille d'extrême droite, on retrouve cette distinction schmittienne, les puissances thalassocratiques et les puissances terriennes, enfin telluriques. Les puissances de la mer, c'est quand même celle dont la majorité de la façade extérieure est une façade maritime et qui, par nécessité, parce que à un moment donné, ce qu'elles ont en face, c'est l'eau, c'est l'océan, sont naturellement tournées vers le fait d'aller chercher à l'extérieur, y compris sur le continent qui est juste en face, le débouché de leur puissance. Voilà, et alors le débouché de leur industrie. Ça s'inscrit dans une géopolitique donc un peu fictive qui veut que le monde anglo-saxon, en quelque sorte, lui est vraiment c'est le cœur du monde thalassocratique selon les théoriciens d'extrême droite, notamment Carl Schmitt, constitue un danger pour l'Occident. S'il faut résumer. C'est aussi quand même le rappel de cette phrase essentielle qu'avait eu, on la rappelle pas mal en ce moment d'ailleurs, je la vois ressurgir beaucoup cette phrase de Churchill au général de Gaulle qui disait à un moment donné, entre l'Europe et le Grand Large, je choisis toujours le Grand Large. Cette phrase, c'est pas une phrase d'extrême droite, c'est la phrase d'un homme politique britannique qui a conscience de ce qu'a été le passé de la nation britannique et de l'Empire, et qui, effectivement, fait une constellation dont on retrouve peut-être une des conséquences lointaines aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas uniquement de regarder la pensée géopolitique du Front National avec ses familles comme une sorte de lubie, parce qu'on se dit comme ça, quand Le Pen parle, je parle de Jean-Marie Le Pen de l'Europe, de Dublin, Vladivostok, de l'Europe boréale, on se dit tiens, c'est quelque chose qui ne va pas bien, mais non, enfin, il y a une pensée géopolitique derrière. Et si elle est contestable, elle n'est pas d'absurde. Et alors, est-ce qu'on peut élargir quelques instants, avant qu'on passe au débat entre nous, puis il y aura aussi de nombreuses questions, j'imagine, la focale à d'autres univers, le monde arabe, l'Afrique par exemple, comment sont-ils pris en charge par cette géopolitique dont vous venez, Jean-Yves Camus, de nous tracer les trois traits structurants? Alors si on essaye de voir rapidement la Russie, le monde arabe et donc l'Afrique.
La Russie, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est qu'on a inversé le lien de causalité qui existe entre ces questions de financement dont on a beaucoup parlé ces dernières années et le soutien du Front National à la politique du président Poutine. Je m'explique. Ça n'est pas parce que le Front National va emprunter auprès d'une banque dont les capitaux sont majoritairement russes et peut-être reçoit effectivement d'autres aides financières qu'il prend le parti de la Russie. C'est parce qu'il considère que le projet idéologique et sociétal du gouvernement Poutine est conforme à ce que lui-même aimerait instaurer, qu'il se trouve plutôt bien vu par, et là je suis extrêmement prudent, une partie des cercles du pouvoir qui est aussi peu monolithique qu'il était à l'époque soviétique, ce qui fait que la criminologie continue simplement changer d'objet. Et c'est à cause de cela, effectivement, qu'il peut trouver une aide qui lui fait défaut ailleurs. Mais tout ça n'est pas une histoire de vénalité. C'est pas une histoire de valise, pour être clair. C'est une histoire de projet sociétal. C'est d'une certaine manière plus grave, hein, s'il faut émettre un jugement axiomatique. Oui, ça va, ça appelle aussi quand même des rappels historiques, qu'on va faire ici, parce que c'est un autre sujet, je ne suis pas spécialiste du XVIIIe et du XIXe siècle, mais enfin l'histoire des relations franco-russes, elle démarre quand même bien avant l'époque contemporaine. L'alliance franco-russe, elle a une histoire. La seule réminiscence historique qui puisse tirer, si j'ose dire, l'extrême droite vers la Russie, c'est la période de la Restauration. Parce que finalement, il y a quelque chose qu'on a très très peu étudié, c'est comment, dans les migrations d'après 1789, la Russie impériale est encore le pays où ceux qui émigrent trouvent le plus facilement autre chose que le mépris dont la Grande-Bretagne les abreuve. Vous savez, le roi d'Angleterre à l'époque dit à Louis XVIII, écoutez, ne vous embêtez pas trop, allez dans un château le plus loin possible de Londres, et puis attendez, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Là où les émigrés trouvent véritablement une place, et souvent d'ailleurs leur position sociale s'accentue, s'améliore par rapport à ce qui était l'honneur dans la société française, au moins là où ils gardent le maximum de leur statut, c'est en Russie. Vous avez des gens à la tête d'armée, à la tête de corps d'armée, des gens qui sont titulaires d'un gouvernorat, des gens qui occupent des charges importantes à la cour, et il y a toute une histoire derrière cela. On tente à regarder avec sympathie, d'une certaine manière, la façon dont le Russe s'est comporté. Alors le monde arabe, on a une position dans le programme du Front National qui est extrêmement, extrêmement peu innovante, je trouve, qui finalement consiste à rappeler que la France doit continuer à avoir une grande politique arabe que nous avons évidemment bradée, parce qu'à l'électure de ce programme on se demande ce qu'on n'a pas bradé, et qu'il faut avoir à la fois un droit à l'existence et à la sécurité d'Israël, un droit à l'existence d'un État palestinien, une grande politique d'équilibre dans laquelle la France serait une sorte de puissance médiatrice qui réussirait à résoudre de sa propre initiative l'ensemble des crises qui existent dans la région, comme si l'Union européenne, entre autres, avait pas essayé, comme si les États-Unis n'avaient pas essayé. Un exercice qui, quand on lit le programme du Front National, semble facile, semble tomber sous le sang, et qui, moi, me paraît excéder de loin les capacités de la seule France. Donc c'est une position assez, j'allais dire, assez strictement gaulliste. Vous savez, c'est la politique arabe de la France. On peut dire un mot à ce stade de l'évolution, par exemple, de quelqu'un qui a été un conseiller de Marine Le Pen pour les relations internationales, qui était Émeric Chauprade, avant qu'ils se brouillent l'un avec l'autre, pour des raisons qu'il n'appartient pas ici d'évoquer. Mais il avait lui-même évolué visiblement sur cette question, partant de positions, on va dire, strictement pro-arabes, pour avoir plus de compréhension envers la politique d'autodéfense de l'État d'Israël. Oui, alors dans un texte qui est resté fameux et qui a été publié en août 2014, Émeric Chauprade, effectivement, tentait de faire prendre au Front National un tournant qui était un petit peu inédit. Il consistait notamment
expliqué que Israël est une sorte d'évasion occidentale contre l'islamisme, ce qui finalement était une idée extrêmement ancienne, qu'on voit émerger dès les années 50 dans cette nouvelle famille politique, qui en gros se divise en deux. D'un côté, ceux qui pensent que la création de l'État d'Israël est un acte illégitime et que de toute manière cet État est une greffe artificielle qui est vouée à disparaître, position dans laquelle on retrouve évidemment les restes d'un antisémitisme assez mal digéré, et puis la position inverse qui consiste à dire, notamment dans le contexte du conflit algérien, Israël est effectivement une sorte de tête de pont de l'Occident qui essaye d'éviter que cette région soit phagocytée à la fois par, à l'époque, l'URSS et les partis arabes nationalistes qui lui sont alliés, et puis par déjà une forme de, pas à l'époque d'islamisme, d'une forme de fanatisme religieux qui ne manquera pas un jour ou l'autre de nous exploser la figure. Je rappelle quand même là aussi que dès les années 1830, dès les conquêtes de l'Algérie, j'ai relu récemment notamment les textes de Louis Veuillot sur l'expédition d'Alger, et ça commence quand même à dater, on trouve déjà la justification de la conquête par le caractère intrinsèquement, si j'ose dire pervers, mais fanatique de la religion locale, qui ne manquera pas un jour, qui déjà d'ailleurs exerce un petit peu ses sévices par l'intermédiaire de la captivité chez les barbaresques et de l'esclavage, et qui ne manquera pas un jour quand même de donner quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est déjà, au nom de la civilisation chrétienne en l'occurrence, et contre la barbarie musulmane, que l'expédition d'Alger se trouve légitime. Mais pour le reste, dans cette politique dite arabe, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Elle est plutôt, comment dire, objet de débat au plan des répercussions intérieures qu'elle peut être. Parce que très clairement, derrière la position du Front National vis-à-vis de l'État palestinien, d'Israël, du règlement des conflits au Moyen-Orient, il y a quand même cette tentative qui participe de la tentative de normalisation de rompre avec toutes les vieilles lubies antisémites et antisionistes. La question, c'est de savoir, évidemment, quand on descend un petit peu dans les différentes strates de la militance, jusqu'à quel point ce discours-là est un discours majoritaire. Incontestablement, et ça ne retire absolument rien à la nécessaire déconstruction des thèses frontistes, par des effets extrêmement différents, par la disparition de toute une génération de militants, par la montée de l'islam radical. Les thématiques antisionistes dures sont réduites à extrêmement peu de choses. Elles sont réduites à des positions individuelles qui sont de plus en plus sanctionnées par un parti qui ne veut plus rien laisser passer parce qu'il sait qu'au fond, la raison pour laquelle il n'a jamais été admis comme une force de pouvoir participer au pouvoir, c'est tout simplement la petite fixette que certains de ces dirigeants faisaient jusqu'à une date récente sur la question du rôle de la communauté juive dans la politique française. Donc ça, c'est ça qui dicte l'agenda. L'Afrique. Il y a une position assez curieuse du Front National sur l'Afrique qui consiste à dire, finalement, les Africains vont comprendre, aussi bien ceux qui vivent en France que ceux qui vivent sur le continent africain, que nous défendons une position qui n'est pas si éloignée, qui est celle consistant à dire charbonnier et mettre chez soi. C'est-à-dire, nous Français, nous pensons que l'échelon de souveraineté décisionnelle, c'est l'État-nation France, et les Congolais sont sans doute assez désireux que personne ne vienne s'ingérer dans leur affaires et pareil, etc. Sauf que quand on regarde bien, quand on lit bien ces programmes, d'abord ils se confondent à la réalité pratique, c'est-à-dire les prises de position assez répétées d'une partie de l'équipe frontiste en faveur de tel ou tel candidat à telle ou telle élection africaine, en faveur de tel ou tel parti politique contre tel ou tel autre, qui constitue mine de rien une forme d'ingérence. On ne peut pas prendre parti quand on est un parti politique français pour un candidat à l'élection présidentielle ou pour une faction, je pense notamment au conflit civil ivoirien, contre l'autre. Si ce sont les affaires de la Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont les Ivoiriens décidés.
pas dire à la fois, écoutez, on a une conjonction d'intérêts parce qu'on est tous les deux nationalistes, et de l'autre, exprimer un avis sur qui doit être au pouvoir à Abidjan. Et c'est même assez antinomique. Et puis, quand on regarde encore bien le programme, on voit finalement le Front National reste dans une optique assez classique qui consiste à toujours considérer que l'inversion des flux migratoires reste un objectif. Hein, c'est pas inscrit en gros, c'est pas, ça n'est plus un objectif prioritaire. C'est-à-dire que les autocollants qu'on voyait dans les années 90 et qui montraient un Boeing en train de décoller avec le slogan « Quand nous arriverons, nous partirons », ça se voit plus. Mais quand on regarde vraiment le programme à la loupe, notamment certaines phrases qui expliquent qu'il y a des catégories de population qui seront amenées à quitter le territoire, hein, les étrangers en situation irrégulière, bien sûr, mais même les étrangers en situation régulière qui seraient au chômage depuis 1 an ou plus. Ceux-là, ils ont vocation, le projet présidentiel de Marine Le Pen, à être, si j'ose dire, marchandés avec les, entre guillemets, pays d'origine, au terme d'une sorte d'accord gagnant-gagnant qui verrait la France accorder à ces pays-là une aide au développement en contrepartie du fait que tout simplement ils reprennent, si vous voulez dire, leur ressortissants. Alors on n'a pas beaucoup parlé de l'Asie, mais c'est pas grave, on verra après. À ce stade de vos exposés respectifs, qui nous éclairent beaucoup sur les stratégies de l'actuel Front National, ripolliné idéologiquement, mais dans une forme de continuité aussi, j'ai quand même envie de reposer la question que Pervenche, avec laquelle Pervenche Pérez inaugurait cette rencontre. Elle disait il faut aussi qu'on réfléchisse à nos ripostes, à nos réponses, des ripostes socialistes, géopolitique contre géopolitique. Quelle devrait être, selon vous, Jean-Yves Camus, en quelques mots, si vous deviez en tracer comme ça le portrait générique, la géopolitique, ou la géographie politisée à laquelle le Parti socialiste devrait réfléchir pour être, disons, un adversaire intelligent de la géopolitique frontiste. Là, moi, j'essaie de dire modestement, dire quelque chose qui est à entre le politicien et l'historien. Disons que vous êtes pendant un quart d'heure un spin docteur du PS, qu'est-ce que vous en enseignez? J'attache une importance, mais c'est un peu un tropisme personnel, au fait de bien comprendre le tropisme russe. Donc je pense véritablement qu'il a été mal saisi par la multiplication des articles qui ont insisté sur la dimension financière de l'attraction respective et qui n'ont pas saisi, peut-être faute d'analyse serrée, n'ont pas remédié, des déclarations à la fois des responsables frontistes et aussi de l'ordre russe de la question de la convergence des problèmes de société. Cette idée fondamentale selon laquelle l'Occident est en décadence et la Russie est le conservatoire de tout ce qui précisément est en train de se dégoûter. Mais alors justement, cette fascination de Poutine, elle existe à l'extrême droite, elle est évidente. C'est pas la fascination de Poutine. Ah, bon. C'est la fascination d'abord pour tout ce qui conteste, encore une fois, l'hégémonie américaine et la domination, ce qui est décrit comme étant la domination américaine. C'est aussi quand même la fascination pour ceux qui essayent de faire vaciller l'ordre des puissants.